Je ne viendrai jamais de vous, Fidel Babala, ça c'est sûr, mais sinon on va en revenir quand même à ces discussions de Kampala qui tirent à leur fin. Le président de l'Assemblée nationale, j'aimerais quand même énumérer certains points dont il a parlé, le renforcement du mandat de la MONUSCO par exemple, cette présence de la force régionale. Qu'en dites-vous au point où on en est? Quelle est l'issue de Madame, d'abord il faut remonter à la genèse de cette histoire, de cette insécurité récurrente à l'Est. Qui sont les acteurs? Et ça se déroule sur quel territoire? Ce sont les mêmes acteurs depuis 10 ans. Je vais juste faire un léger rappel historique. Ouais. Ces gens-là, tous les protagonistes de cette insécurité à l'Est viennent de l'AFDL, y compris les présidents de la République. Ils viennent de l'AFDL. Le Makenga et les Bosco Tangana viennent tous de l'AFDL. Mais aujourd'hui, on parle du M23. Le problème est à ce niveau-là. Avant, on parlait du CNDP. Avant, les CNDP, c'était les RCD. Avant, les RCD, c'était l'AFDL. Donc, c'est le même conglomérat de gens qui se connaissent. Des accords du 23 mars, on sait quand même de qui il s'agit exactement. C'est une vaste escroquerie, madame. Vous le présentez comme si c'était un fait acquis quand on parle du M23. Les accords du M23, quels sont ces accords? Ce sont les accords du CNDP. Ouais. Les M23 n'existaient pas encore. C'est une escroquerie juridique et politique. Tout simplement avec les mêmes acteurs. Pour revenir à votre question, je n'ai jamais cru que Kampala puisse accoucher de quelque chose d'important. Le M23 a finalement signé l'accord de paix. Hein. C'est déjà quelque chose. Est-ce qu'ils avaient les choix? Les États. Avaient-ils les choix? Puisque leurs sponsors, qui sont les États rwandais et ougandais, ont signé. Est-ce qu'ils avaient les choix? Ils avaient une autonomie de décision pour le faire. Aujourd'hui, nous assistons à une scission de ces mouvements. Mais bon, c'est quand même bizarre cette histoire. Ça 10 ans, les mêmes acteurs sur le même territoire. Comment ça se fait que le président de la République, qui est issu d'une rébellion, l'AFDL, je vous le rappelle, ils ont pris le pouvoir par une rébellion. Comme le MLC allait le faire. Vous êtes tous issus de... Madame, vous allez me poser une question sur Kampala. Le MLC n'est pas à Kampala. Mais, non, on n'est pas à Kampala, mais vous parlez de rébellion. C'est un peu vos méthodes communes. Si le MLC, nous avons fait effectivement... Vous avez pris les armes. Oui. Nous avons pris les armes pour instaurer la démocratie dans notre pays. Ça, c'est vous qui le dites. Les autres revendiquent la même chose. Le constat historique est là, madame. Je n'invente rien. Les résultats que nous avons eu les premières élections libres, plus ou moins libres, les résultats sont plus ou moins contestables depuis les années 60. Et ce n'est pas le président de la République Kabila qui a été le seul maître d'œuvre de cette démocratisation du pays. Toutes les rébellions, les MLC, les RCD ont contraint la composante gouvernement de l'époque à pouvoir signer les accords de Lusaka et les rapports, les accords de Sun City, d'où on est parti aux élections. Et le consensus qui a été dégagé à Sun City a été brisé de manière unilatérale par le président de la République, par la modification cavalière de la Constitution qu'il y a eu en 2011. Et les élections qui s'en sont suivies, bâclées, et par la majorité présidentielle de l'époque, ainsi que par les pasteurs de triste mémoire, Rangoï Mulunda, nous ont conduit à une nouvelle crise de légitimité. Aujourd'hui, on ne sait pas dire vous êtes de manière certaine... Des éternels insatisfaits. C'est une question d'État. C'est le titre de votre émission. Donc, on parle de manière passionnée parce qu'il s'agit de notre État. On ne voudrait pas que certaines personnes puissent galvauder la notion de l'État, la valeur de notre pays. Vous êtes pourtant mis d'accord sur toutes ces personnalités indépendantes. Ça, c'est juste une parenthèse. On ne s'est pas mis d'accord, madame. Est-ce qu'on peut avoir un accord avec un prélat défroqué comme Ngoï Mulunda? C'est impossible. Ce monsieur-là est à la base de tous les désordres que nous connaissons dans ces pays. Vous l'aviez dit de l'abbé Malou Malou, maintenant c'est pire que... Vous savez, on a toujours vous ne serez jamais satisfait quand vous n'aurez pas le pouvoir. Avec tous les défroqués de ces pays. Il y a l'abbé Malou Malou, il y a Ngoï Mulunda, maintenant il y a Baïné qui vient d'être viré. Il y en avait avant un qui était ministre de TPI à l'époque de 1+4, Ndundo qui est aussi un abbé défroqué. Vous pouvez avoir vos opinions, mais ce sont mes opinions, je les exprime de la manière dont je les ressens. Oui, mais il ne faudrait pas utiliser des mots qui lèsent des personnalités que vous citez ici. C'est la réalité historique, je n'incite personne. Ils ont été dans le clergé ou le couvent, ils ont été virés du couvent pour comportement inapproprié.
Parlons du contexte, parlons des élections, restons dans ce cadre-là. Madame, je peux avoir la liberté d'expression qui me caractérise, j'assume mes propos. Sans léser les autres sur mon plateau. S'ils sont lésés, ils ont le droit de réponse. La loi sur la presse organise. Je ne vous autorise pas à m'imposer ce schéma, Fidèle Babala, vous restez dans les règles du jeu. La loi sur la presse organise le droit de réponse. S'ils ne sont pas satisfaits, il y a le cours et tribunaux. Puisqu'on parle de cours et tribunaux, ils peuvent y aller. Voilà, en attendant, j'assume mes propos. Voilà. On parle de Kampala. Je n'ai jamais cru que Kampala puisse accoucher de quelque chose parce qu'on assiste à une sorte de vaudeville qui réunit les mêmes acteurs. Et aujourd'hui, vous avez suivi... Vous auriez dû être impliqué, c'est ça? C'est ça qui vous dérange? Non, le problème n'est pas là. Qui étaient les protagonistes? On a parlé, la définition officielle, c'était qu'il s'agissait d'une mutinerie. La mutinerie, c'est entre une armée officielle et les gens qui se rebellent contre cette armée. Qu'est-ce que Kampala vient faire? C'est une question nationale. On a parlé de facilitation, hein, Fidèle Babala, c'était important. C'est tout simplement un échec de notre gouvernement, du régime Kabila, de pouvoir assurer, ainsi qu'il avait fait les serments au niveau de... quand il a été élu, déclaré élu, parce que jusqu'à là, on ne sait pas si c'est exact ou pas, puisqu'il y a contestation. C'est notre chef d'État, et ça c'est un fait clair. C'est le chef de l'État. Il a l'impérium, la légitimité pose un problème. Et ça, je l'assume encore une fois. Cette histoire démontre, cette histoire du M23, Kampala et Addis Abeba qui viendrait après, démontre l'échec du gouvernement de pouvoir assurer la paix. Ça fait 12 ans, 13 ans qu'on a cette guerre de manière récurrente. Au moment où nous parlons là, on peut avoir des divergences de mots. Vous savez qu'il y a combien de nos compatriotes qui sont en dehors de leur maison dans les Kivu? 780 000. Et à ces femmes, enfants et vieillards et messieurs, on dirait quoi? Que c'est un problème de facilitation, tout simplement. Et Senghor Adondo a évoqué cette insécurité à l'Est, mais aussi à l'Équateur, au Katanga, etc. Mais justement, que faut-il faire? Faut-il se pencher vers la réforme de l'armée, de la police? Comment va-t-on sortir de tout ce... Il faut d'abord constater un échec patent du président de la République de pouvoir mettre sur pied... Oui, et maintenant il faut aller au-delà. On est en train de parler de temps. Une armée qui protège notre territoire, qui protège nos populations, nos concitoyens, ainsi que leurs biens. Ça, c'est la mission constitutionnelle d'une armée. Premièrement, il faut constater cet échec, connaître les causes de cet échec. Aujourd'hui, madame, vous avez suivi les rapports de l'ONU, sortis en décembre 2012, je crois, qui mettent en cause un certain nombre de nos généraux dans des faits graves, suffisamment graves pour qu'on puisse les traduire pour haute trahison devant une cour martiale. Qu'a fait le président de la République? Ça aussi, il doit pouvoir... Fidèle Babala, aujourd'hui, vous vous penchez sur la chasse aux sorcières, c'est bien beau, mais... C'est pas une question de chasse aux sorcières, c'est une question d'analyse. Dans quelle direction doit-on regarder? D'analyse. Madame, pour prendre des solutions, il faut d'abord analyser les causes profondes qui minent notre État. Vous pensez que le meilleur cadre, ça serait quoi? Le dialogue? Depuis les élections de novembre 2011, l'opposition dans son ensemble a appelé les chefs de l'État pour apaiser les tensions post-électoraux. Vous avez été reçu plus d'une fois par le chef de l'État, il faut le dire. Je vais vous expliquer, si vous posez une question sur cette question-là, je vous répondrai. De pouvoir parler entre nous. Nous partageons une chose importante entre nous, opposition aux majorités, c'est notre pays, l'amour de notre pays. Nous avons des divergences de points de vue entre les tenants du pouvoir kabiliste et nous. Nous avons des divergences de vues. Mais quand il s'agit de parler de choses importantes, la chose la plus importante, c'est le devenir de notre nation. On peut s'asseoir autour d'une table et en parler. Oui, le chef de l'État nous a reçus en décembre. Mais il nous a reçus parce que nous avons menacé de ne pas assister à son congrès, à son discours sur l'état de la nation, au congrès, parce qu'il recevait uniquement les gens de la majorité. Voilà. Les chefs de l'État, finalement... Vous pensez que ça n'a rien donné? C'est quand même quelque chose. Finalement, on comprend son mode de réflexion. Il n'agit que quand il est pressurisé. Vous avez vu, quand le M23 a pris Goma, il a appelé tout le monde, cohésion nationale. Pourquoi il ne l'avait pas fait avant? Quand notre armée a été défaite à Goma, on appelle à l'enrôlement des jeunes sans pouvoir, au préalable, nettoyer les écuries d'Ogias qui constituent notre armée, qui est dangereuse en l'État. C'est quand même une cause nationale, il n'est jamais tard de se décider, de mettre tout le monde autour de la table. Au point où on en est, finalement. Est-ce qu'il faut y aller au dialogue une bonne fois ou pas? Mais, madame, vous avez suivi les 15 décembre dernier, le chef de l'État a appelé
à un dialogue sans en définir le contenu. Jusqu'à maintenant, les contenus personnels ne connaissent les contenus de dialogue. Puisque vous savez faire mettre la pression, pourquoi ne le faites-vous pas? Madame, il s'agit du chef de l'État qui a pris une initiative. Il doit pouvoir décliner cette initiative en termes de thèmes de discussion, du format de la rencontre, du temps que prendra la rencontre. Vous pouvez faire une proposition, vous êtes quand même député national. Comment est-ce que les résolutions qui seront issues de ces dialogues seront formatées pour devenir des mesures politiques? Il faut qu'ils les définissent. Jusque-là, vous avez vu mon ami Bochab commencer les consultations. 2 jours après, on l'a quasiment exécuté en public. On lui a enlevé pour confier au président de l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'au niveau de la cohérence du concept même, il y a une nébuleuse. Ils ne savent pas où aller. Au niveau de l'opposition aussi, il y a quand même un manque d'initiative. Chacun critique de son côté. Mais est-ce que vous avez des propositions concrètes? Est-ce que vous êtes mis ensemble autour d'une table? Nous avons des propositions concrètes. Parce que vous avez du mal à vous mettre ensemble. C'est vous qui l'affirmez. Je vous laisse la paternité de ces propos. Nous sommes d'accord avec toutes les factions de l'opposition pour avoir des termes de référence communs. Oui. Ça, c'est fait. On attend que les chefs de l'État puissent donner sa position pour que nous puissions nous exprimer aussi. Sinon, on parlerait sur quoi? Sur les vides. Je vous rappelle que le 15 décembre, les chefs de l'État avaient dit incessamment que ça se ferait incessamment. En janvier, quand ils recevaient les corps constitués, ils disaient que c'était bientôt, mais ces termes ont une signification en français. Bientôt, ça fait 3 mois. Je me demande s'il a la même notion de temps que nous, ou il doit avoir la même notion de temps que Dieu, c'est-à-dire extensible. Alors, issu finalement de ces discussions de Kampala, on s'attend peut-être à une intégration inévitable du M23. Pour beaucoup, c'est l'éternel recommencement. On en revient donc sur la question. Votre avis là-dessus, finalement, M23 va donner lieu à autre chose ou on va s'arrêter là? Madame, j'étais surpris de voir M. Rouberois sortir de son long silence pour s'exprimer sur le sujet en ayant une position totalement ambiguë. Le gouvernement n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Ouais. On doit intégrer les gens du M23. Je me demande s'il défend la cause nationale ou il défend une cause ethnique. Je lui laisse la réponse sur ce sujet-là. Toujours est-il qu'il y a des rumeurs qui le donnent comme Premier ministre pour assurer la bonne intégration du M23. Heureusement que vous parlez de rumeurs. Madame, je crois que jusque-là, je m'exprime en français. J'ai choisi les termes que je juge à propos par rapport à ce que je pense. Oui, exactement. Donc je parle des rumeurs. Si ça avait été une information, un renseignement, j'aurais utilisé les termes appropriés. Jusque-là, on dit quand même se méfier d'évoquer les rumeurs. J'évoque et j'en prends la responsabilité. Jusque-là, M. Robert nous a surpris par son silence depuis les élections de 2007. Il s'est tu. Je trouve ça bizarre que immédiatement, on puisse parler d'un accord de paix avec les M23, lesquels Tanganda ou Makenga. Je vous rappelle l'épisode Tanganda, j'espère qu'on va en parler. Oui, bien sûr. J'espère qu'on va en parler. Mais tout cela me semble une nébuleuse. On dirait que nous sommes devant une sorte de vaudeville où les acteurs sont connus, ce sont les mêmes depuis X temps, qui se connaissent. Et on dit même que, et ça c'est une information, que pendant que le gouvernement négocie avec les M23 à Kampala, les chambres d'hôtel de la délégation M23 étaient payées par le gouvernement. Anormal. Une information. C'est une information vérifiable. Ouais. Vous pouvez les vérifier comme vous voulez, vous aurez les mêmes résultats. Vous vous battez contre quelqu'un qui est contre vous, qui tue, qui viole, mais qui prend votre argent pour discuter avec vous. Vous trouvez ça normal? On est quand même assez curieux que justement Bosco Tanganda ait choisi le Rwanda pour aller se rendre. Il a quitté le territoire. Qu'est-ce que ça a de surprenant? Bosco Tanganda était dans l'armée rwandaise. Il était dans l'armée rwandaise avant d'être fait général par le président de la République. Il est rentré là où il pensait être beaucoup plus en sécurité. Pensez-vous, madame, qu'on puisse traverser le Rwanda, État super militarisé, traverser plus de 100 km pour aller de Rutshuru à Kigali, de manière comme ça, Bosco Tanganda? La vérité est qu'on a pris en charge à partir de la frontière pour les déposer devant l'ambassade des États-Unis. Autrement, madame, il y a un autre fait bizarre. Il y a quelque temps, vous avez appris que nos militaires, nos voyants militaires, sont rentrés dans Rutshuru, dégarnis par les M23.
l'ordre est venu de leur demander de rentrer. Qui a donné l'ordre? Qui donne les ordres dans l'armée? C'est le commandant suprême. Oui. La Constitution dit que c'est le commandant suprême. Qu'on nous explique tout cela. C'est fou. C'est fou. Donc, je ne crois pas que si accord il y a, ce sera respecté. Je suis prêt aujourd'hui à vous dire, à question d'État, que les deux premiers chefs d'État qui vont violer les accords d'Addis Abeba, ce seraient les présidents Kagame et les présidents Kabila. Parce qu'ils ne respectent pas leurs paroles. Ça, vous le dites. Mais justement, par rapport à Bosco Ntaganda, qui s'est rendu, les incidents sur la République démocratique du Congo, parce que là, on va quand même parler de la Cour pénale internationale et ça risque de porter un sacré coup sur le pays. À qui? Le pays, juste pour faire un peu d'histoire, il y a 2 ans, le président de la République avait dit qu'on ne devait pas transférer Ntaganda pour favoriser la paix ici. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que pendant les 2 ans où on a laissé Makenga faire son rallye à l'intérieur du pays, ça avait favorisé la paix? Il faut demander ça aux gens de l'Est. Je suis d'un avis contraire. Je crois qu'il a été même un fauteur de trouble. Il faut quand même choisir de toutes les pires solutions la moindre. Ça, c'est vous qui le dites. Je n'achète pas cette expression-là. Je pense tout simplement que le président de la République a montré son incapacité à pouvoir mettre la main sur Ntaganda. Et aujourd'hui, en termes de communication politique, le Rwanda vous démontre qu'en une journée, on peut mettre fin à cela. Je suis heureux finalement que ce monsieur puisse se présenter devant les instances judiciaires internationales pour qu'il puisse répondre de ses crimes. Mais en fait, sa démarche est une démarche de sauvegarde pour sa peau à lui. Il serait resté à l'intérieur de nos terres. La raison principale de dissidence, de combat entre les deux dissidences, c'était les 5 millions de dollars que les Américains ont mis sur sa tête. C'est ça la raison principale. Et il y a la deuxième raison accessoire, c'est le trafic des minerais. Tout le monde le sait. Donc je pense que M. Bosco Ntaganda s'est mis à l'abri pour sauver sa peau. Mais comme il connaît beaucoup d'histoires sur les rébellions de là-bas, on est curieux de savoir qu'est-ce qu'il dirait. Renforcement de la MONUSCO,